Retrouver l'espace public. Le risque de contagion a été évoqué pour interdire des manifestations à Hong Kong contre la mainmise du pouvoir chinois, tout rassemblement devant être limité à 8 personnes. Le même risque a provoqué l'interdiction de manifestations antiracistes à la suite de la mort de George Floyd, aux États-Unis comme un sitting à Los Angeles, en Angleterre ou en France, pays où tout rassemblement doit être limité à 10 personnes. Il ne s'agit pas de nier ce risque de manifester en période d'épidémie, mais on peut constater qu'il lie encore de manière formelle le danger de contagion et le danger terroriste. Je dis encore, car ce sont les mêmes pays qui se sont le plus appuyés sur une prétendue guerre contre le terrorisme pour entamer par la loi les libertés fondamentales et pour renforcer leurs dispositifs de surveillance, et qui ont proclamé la guerre contre le virus. Et ce sont encore les mêmes qui interdisent les manifestations aujourd'hui, comme elles pouvaient l'être hier, comme elles le seront demain peut-être en raison de risques d'attentats. Que deux phénomènes qui n'ont absolument rien à voir, le terrorisme et l'épidémie, puissent induire le même lexique et surtout les mêmes mesures, voilà ce qui montre au mieux que ces mesures sont recherchées pour elles-mêmes. Autrement dit, que le renforcement de l'ordre public se satisfait de tous les événements. Elles montrent aussi que ce pouvoir, que ces mesures n'ont pas véritablement de justification en elles-mêmes, ne peuvent pas justifier explicitement, puisqu'il leur faut toujours une occasion, n'importe laquelle, pour se renforcer. Il ne s'agit pas encore une fois de contester des politiques visant la préservation de la vie, ni même de dérouler l'habituel discours sur le tournant biopolitique de l'état d'urgence ou de l'état d'exception, ce que le terroriste justement n'autorise pas, puisqu'il échappe radicalement au biopolitique. Il s'agit de noter, bien plus simplement en fait, que la démocratie, la présence du peuple dans l'espace public ne va jamais de soi, qu'elle implique une résistance contre la tendance du pouvoir à nier cet espace, à le dépeupler. Ce dépeuplement étant la définition même du pouvoir autoritaire depuis qu'il est question de population, depuis le XVIIIe siècle, depuis Montesquieu. Le danger viral ne vient alors pas seulement relayer le danger terroriste pour autoriser le renforcement du pouvoir. On pourrait supposer qu'il est encore plus efficace que lui. Déroulant cet argument qui fonde implicitement l'interdiction des manifestations, le terrorisme permet la surveillance d'une population entière dans la mesure où n'importe qui pourrait être le porteur d'une bombe. La contagion implique par elle-même que chaque personne, pour peu qu'elle soit asymptomatique, ne sache même pas elle-même qu'elle est porteuse du virus, et donc dangereuse, et qu'elle en contamine d'autres, d'une manière bien plus sourde et plus efficace que ne pourrait le faire la fameuse radicalisation, convertissant des profils insoupçonnables en intégristes destructeurs. Ainsi, tant que le coronavirus tue plus que les attentats, ceux qui manifestent ne seraient pas seulement des inconscients qui risqueraient leur vie en se rassemblant, mais des personnes qui, inconscientes du danger qu'elles peuvent être, risqueraient la vie de ceux qui ne manifestent pas. Dans ce raisonnement, le simple fait que le Covid-19 puisse être asymptomatique contribue à faire de chacun un suspect, exactement au sens où Hannah Arendt pouvait dire que dans un état totalitaire, chaque individu devient suspect. Mais ce raisonnement lui-même dangereux ne tient plus quand le danger de contamination diminue objectivement, statistiquement. Alors, la liberté de manifester doit se retrouver. Mise entre parenthèses quand le terrorisme ou l'épidémie tue trop, elle doit reprendre ses droits quand il ne tue presque plus. Lors de l'immense manifestation officielle contre le terrorisme, des 10 et 11 janvier 2015 en France, aucune bombe n'a explosé, mais le courage des manifestants, bravant ce risque, a été unanimement et officiellement commenté. Or en France, actuellement, le coronavirus tue une 50aine de personnes par jour, donc pas plus qu'une seule bombe. Alors une bombe par jour, évidemment, à ceci près que, même en remontant la chaîne des contaminations, la probabilité est infime que l'on puisse rendre une manifestation responsable d'une seule de ces 50 cas morts par maladie. Évidemment, le risque, dans le cas d'une contagion, est celui d'une seconde vague, mais celle-ci ne peut se produire subitement et sans contrôle comme la première. Si l'épidémie s'intensifie, ce ne sera pas à cause des manifestations, ce seront bien plutôt les manifestations qui seront à nouveau parmi les premières victimes collectives de cette intensification. Autrement dit, dans la situation actuelle en Europe et en Asie, évoquer le principe de précaution pour interdire les manifestations revient à estimer que l'expression politique ne vaut pas le moindre risque. Ce qui est justement le discours d'un État acceptant sans limite l'impératif sécuritaire au détriment de la liberté. Le droit de manifester doit dans ce contexte être mesuré à l'aune d'un autre risque que celui de la contagion. Celui d'un déconfinement libérateur qui imposerait en même temps un triomphe exclusif de la liberté individuelle ou privée. C'est bien cette voie qui se prend actuellement en France. Ce que nous retrouvons officiellement, mais aussi dans la majorité des discours, c'est la liberté de circuler individuellement, de faire du shopping dans les boutiques plutôt que sur Amazon, de fréquenter les restaurants et les cafés.
Il semble que le confinement aurait ainsi dû jouer le rôle d'une période d'incubation, préparant l'émergence d'une nouvelle fièvre consommatrice, ou même la naissance d'un nouveau consommateur, radicalement dépourvu de toute exigence citoyenne, sinon celle de consommer pour soutenir l'économie. Il est vrai que cette fièvre consommatrice ne se produit pas vraiment, mais elle reste présupposée pour que le pouvoir exécutif se charge, lui, de la reprise politique, en recentrant sur lui tous les défis du moment. En France, l'hypothèse d'une élaboration commune d'un projet de société, offrant une issue au choc de l'épidémie, a été très rapidement écartée au profit d'une innovation institutionnelle, que certains ont très naïvement encensée. Le président de la République a reçu les présidents des 2 chambres, l'Assemblée et le Sénat, pour réfléchir à l'avenir. S'agit-il de rééquilibrer les pouvoirs? Nullement. Consulter un pouvoir, c'est le considérer comme un pouvoir consultatif. Et rien n'est plus bonapartiste et antidémocratique que de considérer le pouvoir législatif comme un pouvoir consultatif. C'est ainsi que les présidents des 2 chambres ont été reçus en même temps que celui du Conseil économique, social et environnemental, qui n'a justement qu'un rôle consultatif. Il va aussi de soi qu'en demandant l'avis de la présidence de ces 2 assemblées, dont l'une appartient au Parti républicain et l'autre à la République en marche, le président a donné l'orientation de ce qu'il avait appelé au cœur du confinement la nécessité de se réinventer. On se réinventera à droite, selon les présupposés de la démocratie strictement représentative, et non pas, comme l'ont cru les optimistes encore plus naïfs, par un virage à gauche. Certes, le président prévoit aussi de consulter les syndicats, mais l'échec du Ségur de la santé, qui devait par la concertation trouver les compensations promises aux soignants au moment où il se dévouait à la communauté en luttant intensément contre l'épidémie, donne déjà l'idée de ce que sera la consultation avec les autres syndicats. Déjà, le Ségur de la santé est prêt à se continuer dans la rue par de nouvelles manifestations de soignants. Cette rue, c'est déjà à nouveau celle que le gouvernement n'écoute pas, qu'il juge déserte et dépeuple mentalement, hors de toute période de confinement, comme le montre le long silence du président face aux manifestations contre le racisme et les violences policières qui viennent d'avoir lieu en France comme ailleurs. Mais comme la rue finit toujours par se faire entendre, c'est bien dans la rue qu'est vouée à se terminer la prétendue réinvention du pouvoir après la crise sanitaire. Et c'est bien avec elle que peut commencer une vraie réinvention de la société après l'épidémie. Alors que nous avons tous prouvé que nous étions capables de lutter ensemble contre cette épidémie, alors que nous avons acquis après 2 mois d'immobilisation contrainte le droit de faire valoir nos exigences, à nous de faire en sorte qu'elles s'expriment dans l'espace public et qu'elles le constituent comme espace public. C'est déjà le cas avec ces manifestations antiracistes et contre les violences policières, avec les manifestations qui se préparent du corps médical. Mais il s'agit aussi de manifester dans l'espace public pour l'espace public, de constituer cet espace d'une manière nouvelle. Le contexte épidémique peut ainsi ouvrir une voie pour réinventer les manifestations de façon à ce que la lutte pour aménager des espaces de liberté intègre la lutte contre la contagion. La distanciation physique entre les manifestants offre l'occasion de rassemblements étalés, laissant à la police la responsabilité du rapprochement si elle prend les manifestants dans une nasse, pratique courante bien qu'interdite. Les masques limitent l'identification des manifestants par les caméras et leur fichage, ces pratiques policières qui ne cessent de s'intensifier alors qu'elles n'ont aucun fondement juridique dans un état de droit. Une manifestation distanciée et masquée figure ainsi déjà un espace public pris en charge par des personnes qui préservent leur liberté en même temps qu'elles les déploient, se protègent du danger épidémique d'une manière bien plus responsable qu'un État se contentant d'interdire les manifestations et attendant le moment où elles pourront se dévisager. Mais on peut aller plus loin et sans bouger, car l'occupation effective de l'espace public par des citoyens qui ont fait l'effort de rester confinés pendant de longues semaines devrait prendre la forme de manifestations statiques où tous réassument l'immobilité contrainte qu'ils ont subie en la transformant en immobilité libre. Déjà, les manifestations antiraciales aux États-Unis ont retrouvé la forme du sit-in. En hommage à George Floyd, les élus démocrates américains se sont aussi agenouillés silencieusement devant le Congrès, comme l'ont fait des milliers de manifestants sur les places publiques hier, y compris à Paris sur la place de la République. De même, la chanteuse SZA a promis de s'arrêter devant le mémorial de George Floyd à chaque fois qu'un noir se ferait arrêter par la police. L'arrêt silencieux trace la continuité entre les deuils dus à l'épidémie et ceux dus à la violence policière. Il traduit une exigence d'autant plus solide qu'elle résiste à la fois à la parole et au mouvement. Il affirme le droit de chacun, quelle que soit sa couleur de peau, à être là physiquement, corporellement. Cette occupation constituante de l'espace public
Nous la voyons alors au mieux s'exprimer dans la performance Révolution qui se déplace actuellement de ville en ville. Elle s'est déroulée à Lille, à Montpellier, puis à Greensboro aux États-Unis, à Bruxelles. On peut encore y participer en s'inscrivant par Internet ou la suivre à Marseille le 14 juin ou à Paris le 29 juin. S'inspirant du Standing Man qui s'était posté chaque jour sur la place Taksim dans la Turquie de 2013, cette performance suit une règle simple. Chaque participant se tient immobile 30 minutes au milieu d'une place, puis est relayé par un autre. Ainsi, la distanciation physique est remplacée par un étalement temporel, qui fait que chacun peut bien occuper la même place, affirmant par sa présence silencieuse, mais également toujours singulière, son droit à se trouver là avec d'autres. L'écart imposé par la contagion se mue en persistance. Hannah Arendt, encore elle, disait que l'espace public est ce qui nous empêche de tomber les uns sur les autres. Cela signifie qu'il est ce qui nous permet de rester véritablement debout. C'est ce que signifient aussi ces manifestations. Rester là sans bouger, c'est affirmer que l'on refuse de considérer comme une évidence le retour au rythme de production et de consommation qui a précédé la crise sanitaire. C'est ne pas se laisser entraîner par un rattrapage de la croissance qui accentuerait encore les inégalités sociales, également racialisées, révélées comme jamais par l'épidémie, et qui pulvériserait les normes écologiques, sans lesquelles il n'y aura ni santé économique, ni santé, ni même peut-être vie possible à moyen terme. C'est montrer l'absurdité de rattraper des bénéfices perdus pendant le confinement, dans la mesure même où la richesse a été perdue depuis bien longtemps par la très grande majorité de la population mondiale, puisqu'elle s'est concentrée dans quelques mains. Ainsi se manifeste l'exigence que l'espace soit retrouvé pour lui-même. L'occupation libre et gratuite de l'espace résiste tout autant à son occupation payante. Car dans la ville contemporaine, où tout est monétisable, ce ne sont pas seulement les transports qui sont payants, mais le simple fait de rester quelque part. Ce qui s'est avéré par exemple à Paris, dans cette période du déconfinement où l'on pouvait circuler, mais où les parcs et les jardins étaient fermés, de même que les restaurants, les cafés, c'est que la ville est globalement dépourvue d'endroits où l'on puisse simplement rester. Aujourd'hui, les terrasses envahissent l'espace public, de façon à renflouer ce qu'on pourrait nommer des structures payantes de repos et de rencontres, même si l'expression est moins poétique, moins mythique, moins cinématographique, etc. que celle de café parisien. Et si pour éviter une seconde vague épidémique due à la fréquentation des transports en commun, des pistes cyclables ont été rapidement aménagées, personne n'a pensé à aménager des espaces publics et gratuits où l'on puisse faire autre chose que se déplacer ou consommer. On a eu raison de dire que l'obligation de rester chez soi pendant le confinement prenait un tour radicalement différent selon la configuration matérielle de ce chez-soi, donc selon l'accession de chacun à la propriété privée. Mais il est temps de découvrir que la possibilité même de rester dehors est tout aussi dépendante des ressources matérielles de chacun, tout aussi onéreuse, tout aussi inégalitaire. Elle contribue autant que le prix des transports et des hôtels à rendre le tourisme foncièrement inégalitaire. Car si le touriste paye à chaque fois qu'il bouge, il paye aussi à chaque fois qu'il s'arrête. La joie un petit peu xénophobe que peut ressentir chaque autochtone en voyant le touriste se transformer en porte-monnaie ambulant lui fait alors oublier que c'est exactement ce qu'il est dans sa propre ville et dans toutes les villes du monde qu'il visite comme touriste. S'il va alors de soi que le prix des transports, de même que le stationnement payant pour les automobiles, a son rôle à jouer pour limiter les déplacements professionnels, touristiques, autres et leur impact carbone, il faudrait que ce prix soit compensé par la possibilité qu'offrirait la ville de rester dehors gratuitement. Il est illogique que même pour les piétons, tout stationnement soit payant. À nous donc de lutter pour que la ville se transforme. Il lui manque, comme le remarquait déjà Nietzsche, des pensoirs collectifs, de vastes étendues où l'on puisse simplement être, et étant là, se rencontrer, penser ensemble. Nous-mêmes participons à la destruction de ces espaces par nos conversations privées sur nos téléphones portables. Cessons de nous renfermer sur notre vie privée. Il faut persister dehors, être soi dehors avec les autres. Il nous faut rendre, à l'heure du déconfinement, ce dehors réellement habitable.